C'est bon, ça marche? Au top. Ouais, Roman n'est pas là? trop cool. Si, elle va arriver. Elle va Tu arriver. manges, tu manges une tartine beurrée? Ouais, je mange une tartine et je bois un café. Ah, regarde, moi, c'est un petit chaton. Allez, Regarde, c'est ma nouvelle maison. vas-y. Attends. C'est vrai? Ouais, hop, Oh, trop cool. ouais. On a acheté une maison avec des copains et des copines en Ouais, Normandie. en Normandie. Ouais. Ouais, Putain, trop bien. ouais, je suis trop, trop contente. Ah Bon, ouais, je après, croyais que c'était genre un c'est... truc à rénover. Hein? Un truc quoi? Je, je pensais que c'était un truc à rénover, mais ça a l'air hyper propre déjà là. Ah ouais, non, non, il n'y a rien à rénover. Après, l'isolation, elle est dégueulasse. C'est que du parpaing et des placos. Donc, on a froid. Voilà. On est encore au chauffage électrique et au poêle. Mais pour l'hiver prochain, on va repenser à une situation. Hello! Salut! Désolée, la chaudière s'était éteinte et il Non, faisait mais froid, j'ai le même donc problème je vais la ici. rallumer. En parlant de J'ai poil et les- tout là. Non, non, ouais, j'ai les mêmes problèmes ici. Ouais. Ce matin, nous, l'eau, les tuyaux avaient visiblement gelé et on n'avait plus d'eau. Ah, Mais bon, c'est reparti, Ah donc ouais. je sais pas. Ouais. trop bien. Donc Ouais, trop voilà, stylé. voilà. Ouais. On était en réunion pour savoir ce qu'on va faire de notre jardin à D'accord. l'instant. Ok, et alors, vous allez faire quoi? En fait, il y a Et une. bah, Pardon. justement, on est parti de la réunion, donc Ah, d'accord. Ok, En fait, il y a une nana qui est là qui fait des designs de permaculture. Enfin, en fait, elle est spécialisée dans le fait de faciliter la création de designs de permaculture dans des collectifs. Mhm. Et du coup, là, elle a bossé cette semaine avec le Cercle Jardin. Et là, ils présentent leur V1 de proposition de plan. Ok, au top. Voilà. Alors, déjà, merci d'être là ce vendredi matin. Je vais vous présenter un petit peu le projet. Là, je vais travailler avec l'Institut Goethe. C'est un institut qui promeut la culture allemande en Europe et qui a des antennes dans les différents pays européens, dont la France. Et du coup, là, l'Institut Goethe, avec qui je vais travailler là pendant les prochains mois, lance une chronique sur l'activisme climat avec différents chroniqueurs. Donc, ils vont lancer une chronique sur l'activisme climat avec différents chroniqueurs européens, avec l'idée donc de décrire la situation de l'activisme climat actuel d'un point de vue propre à chaque pays. Donc moi, là, je suis chargée d'écrire un article et de faire un petit teaser vidéo pour la première session de la collaboration. Et mon article, là, la problématique, c'est comment l'écologie influence les luttes sociales, comment l'écologie va s'imbriquer dans les luttes sociales. Notamment, par exemple, on pense aux Gilets jaunes, on pense à la Convention citoyenne pour le climat, où il y avait bien cette idée de justice sociale dans les mesures qui devaient être proposées. Euh, on pense aussi, par exemple, à la raffinerie Total, Grand Puy, où il y a une convergence des luttes. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'aimerais... Ah oui, alors, j'ai oublié de préciser. Et du coup, cet activisme climat, il doit être orienté du point de vue des jeunes activistes. Moi, j'en suis presque plus une, puisque j'ai 30 ans dans 15 jours. Mais, mais vous, ça va encore, je crois. Donc, enfin, Roman, toi, je sais pas, mais je sais que pour Axel, c'est bon. C'est pas encore un vieux. Euh, Ça va encore, moi aussi. ok. Ok. L'idée, c'est d'essayer d'être concis quand même pour que la parole, elle puisse bien circuler entre vous deux. Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez concret, c'est-à-dire que vous ayez des exemples concrets, que vous puissiez imager en fait vos propos, soit avec des idées philosophiques,
soit avec des exemples concrets sur le terrain. Ok. Voilà, je sais qu'Axel, il est très fort avec ça. Donc, Ouais, surtout les concepts philosophiques, je les manie comme pas. Ok. Du coup, moi, je vais prendre des notes. Donc, j'aurai l'air concentrée, mais je vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Du coup, ce que je vous propose là, dans un temps, c'est que vous puissiez vous présenter. Ok, bah moi, pseudo Axel, 24 ans, t'as demandé notre âge. Et notre parcours dans l'activisme, ben, du coup, ça fait du coup maintenant 2 ans, non, 1 an et quelques que je suis engagé à plein temps. Donc, j'habite dans un tiers-lieu qui est censé consacrer son énergie à des projets de transition. Mon parcours a été une entrée brutale et comment dire, sans retour en arrière possible, on va dire, dans le monde des transitions, pour y consacrer 100% de ma disponibilité. Pourquoi sans retour en arrière possible? En fait, je pense que j'aurais jamais envie de défranchir ce pas. Et juste bah maintenant, quand je retourne dans le monde d'avant, on va dire, ça me hérisse le poil, quoi. C'est pas possible pour moi, ce retour en arrière-là. Enfin, je sais pas, je me définis aussi beaucoup par mon engagement, et donc du coup, ce serait nier une partie de moi. Il y a une phrase de Daniel Merian qui dit « Mon engagement pour les droits humains est ma raison de vivre ». Ouais, Je mais la trouve très plus. belle. Mais Daniel Merian, always in my heart. Ouais, il est là. Ok, ok, merci Axel. Là, on a parlé de l'engagement plutôt dans les transitions. Est-ce que tu peux me parler de l'activisme? Ouais, pour moi, du coup, déjà, il y a le côté un petit peu instantané de l'action, et un peu comme le travail manuel, où on va tout de suite contempler le produit fini à la fin de sa journée de travail. Là, c'est un peu ce côté-là instantané du fait d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent tout de suite maintenant. Même si souvent c'est très symbolique et très dans l'image et dans la représentation, l'impact principal est la sensibilisation du public. Et donc, du coup, on peut questionner l'efficacité, la radicalité de certaines formes d'activisme. Mais du coup, ça a le mérite, en tout cas, de faire passer à l'action un bon nombre de personnes, et ça fédère, quoi. C'est vrai que l'opinion publique est friand de- d'activisme sensationnel, quoi. C'est quoi pour toi être activiste climat? Je pense que enfin, je sais pas comment être. Ouais, je pense que c'est comment dire, c'est mon excuse en fait pour m'adresser aux générations futures et leur dire, bah voilà, je n'étais pas les mains dans les poches, j'ai quand même essayé de faire ce que je pouvais, quoi. Ok, merci. Euh, ok, Romane, du coup, Oui. est-ce que tu peux te présenter donc ton pseudo, ton âge, quel est ton engagement dans les luttes climatiques et qu'est-ce que c'est pour toi être activiste? Ok. Moi, mon pseudo, ça va être Romane aussi. Ça va être Romane. J'ai 26 ans. Moi, j'ai commencé à m'engager de façon concrète et de façon concrète par l'engagement pour les personnes migrantes et par un activisme du coup très humain, très centré sur le lien à l'autre, puisque j'étais dans une asso qui faisait de l'hébergement citoyen pour les personnes migrantes et qui s'appelait Terre d'ancrage à Lyon, et où vraiment l'idée c'était de se dire que quelqu'un ne peut pas s'ancrer dans un territoire s'il n'est pas en lien, s'il n'a pas un réseau social et s'il n'est pas en lien, et que dans ma vision de l'accueil
dans ma vision de l'accueil de l'autre, il y avait vraiment le fait d'avoir envie d'aller partir à sa rencontre et de le découvrir et de faire des choses ensemble. Du coup, de ne pas le considérer comme un étranger, mais vraiment comme un ami, quoi, ou une amie. De cet engagement-là, j'ai rencontré plein de gens hyper engagés, notamment dans les squats à Lyon, dans dans ces réseaux-là. Et en fait, le lien entre ce que les médias et les politiques appellent crise migratoire et le dérèglement climatique, en fait, il s'est fait assez facilement, de façon assez naturelle. Et du coup, j'ai commencé à m'engager d'abord en participant à des actions en faisant des actions de désobéissance civile et en se formant à la désobéissance civile. Du coup, c'était dans la continuité de l'accueil citoyen parce que c'était l'idée de faire autrement qu'avec l'État. Et du coup, donc des actions de désobéissance civile, notamment avec Alternatiba, ANV, les Amis de la Terre, tout ça. Finalement, les réseaux assez classiques d'engagement climat en France. Participer au camp climat, fait des actions avec XR. Et après, du coup, dans cette réflexion de où est-ce qu'on lutte et comment on lutte, moi, ma grande question, ça avait toujours, est-ce qu'on lutte par le bas? Est-ce on crée un changement culturel et est-ce qu'on crée une dynamique parmi les citoyens et les citoyennes, ou est-ce qu'on change directement à travers les institutions? Et du coup, de faire des institutions des lieux de lutte. Et du coup, j'ai rejoint les jeunes écolos. Donc, j'ai pas rejoint LV, mais j'ai rejoint les jeunes écolos en faisant partie du bureau exécutif fédéral pour, en gros, mettre des jeunes en politique et se former aux outils de la politique institutionnelle et essayer d'agir par là. Bon, ça m'a pas beaucoup convaincu, ça m'a même pas beaucoup plu, en fait, en termes de type d'action. Et du coup, pour poursuivre cette question-là, du coup, j'ai commencé une thèse en sciences politiques sur les écolieux. Et du coup, avec cette grande question de est-ce que le fait d'habiter différemment, c'est un moyen de lutter et un moyen de militer? Et du coup, j'ai visité plein d'éco-villages et d'écolieux et d'alternatives. Et là, je me suis installée à la bascule, à Bascule-Argouette. Ok, merci déjà pour ces éléments de présentation. On va entrer dans le vif du sujet. Romath en a déjà un petit peu parlé. La question, c'est comment le dérèglement climatique, mais de façon même plus large, comment l'écologie va influencer actuellement les luttes sociales. Donc, quel est votre point de vue de ce côté-là? Et est-ce que vous avez des exemples sur votre territoire? Je pense à une mobilisation qui a eu lieu dernièrement avec une mairie. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est en lien avec les luttes sociales, mais ok. Donc voilà, quelle est de votre point de vue l'influence de l'écologie sur les luttes sociales? C'est en lien avec ce que c'est que l'activisme climat. Mais en gros, c'est juste que pour moi, l'écologie politique, c'est un projet de société. C'est vraiment une redéfinition totale de la manière dont une société fonctionne. Et du coup, le lien entre, comment le dérèglement climatique influence les luttes sociales, en fait, c'est comment on change de société pour arrêter le dérèglement climatique qui engendre une augmentation des inégalités sociales. Et comment on lutte pour que les populations qui sont le plus touchées au quotidien et qui sont le moins responsables par le dérèglement climatique soient pris en compte et dans une vision de société vraiment sociale, quoi. Alors attends, juste une question pendant qu'Axel se prépare. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est pour toi l'écologie politique? Oui, du coup, l'écologie politique, il y a vraiment l'idée que c'est vraiment un projet de société avec la phrase de l'écologie sans lutte des classes et sans lutte sociale, c'est du jardinage. L'écologie politique, c'est le fait de faire des choix sociaux et sociétaux et politiques et pour s'organiser collectivement dans un esprit de justice sociale, pour reprendre les termes de la CCC, pour
éviter, enfin, pour arrêter la destruction de la biodiversité, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on puisse s'inscrire dans un futur viable et pérenne, ce qui pour l'instant est très loin d'être le cas, et pour que certaines personnes ne subissent pas ce dérèglement climatique dans le monde entier, en fait. Pour moi, du coup, l'écologie influence les luttes sociales parce que c'est un sujet très fédérateur et qui, en fait, ouvre grandement les yeux au manque profond de démocratie dont nous souffrons. Et en fait, tout le monde est OK pour tout le monde se met plus ou moins d'accord sur le fait qu'il faille préserver l'environnement, préserver c'est ça, l'environnement naturel, les espaces naturels et la fertilité qu'offre cette planète pour la suite de l'espèce humaine. Et donc ça, tout le monde se met plus ou moins d'accord. Et du coup, en fait, ça met en évidence l'incapacité, en gros, de la démocratie représentative ou n'importe quel type de dictature à travers le monde pour effectivement prendre en compte ces enjeux-là et y apporter une solution adaptée et suffisamment radicale, on va dire, au vu de l'étendue des dégâts. Et donc, du coup, en fait, ça ouvre une porte sur les luttes sociales parce que ça met ça sublime le fait qu'il manque fondamentalement de la démocratie dans notre manière de gouverner, du coup, le pays, pour l'instant, la France, pour respecter, par exemple, les accords de Paris, pour avoir une vraie volonté politique. En fait, cette volonté politique écologiste, les gens l'ont. On a vu qu'il y avait une vague verte, machin, tu vois. Les gens sont sensibles à ça et tout le monde coupe son robinet quand il se lave les dents, tu vois. Ça n'existe plus, quelqu'un qui laisse couler l'eau en n'en ayant rien à faire, quoi. Donc, l'écologie, pour moi, ouvre sur les luttes sociales dans ce domaine bien précis qui est de faire redescendre le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif d'un échelon et de le rapprocher en fait de la masse populaire. Et voilà. Après, moi, personnellement, je suis convaincu que le jour où ce sera les gens qui décideront très localement, machin, de ce qu'ils veulent et de leurs normes politiques, il n'y aura même plus besoin de faire d'écologie, puisqu'elle sera naturellement prise en compte au moment des échanges d'idées, des échanges de débats dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux. Enfin bref, voilà. Non, pardon, mais juste, on a bien vu dans les mesures proposées par les citoyens et citoyennes de la Convention climat, c'est des mesures qui sont écolos, alors qu'ils représentent toute la société. Donc, oui, non, je vous fais un petit retour parce qu'en fait, c'est intéressant ce que vous faites ressortir parce que à la fois, toi, Romane, tu parles en termes de lutte sociale, tu parles des problématiques d'inégalité de richesse, des conditions de vie. Donc, de cette lutte sociale, c'est-à-dire la lutte pour les acquis sociaux et pour, je dirais, pas le train-train quotidien, mais pour des conditions de vie désirables. Et toi, Axel, tu fais apparaître quelque chose qui n'était pas apparu encore, c'est la question de la lutte sociale pour une démocratie plus horizontale et plus pas participer. Voilà, une démocratie plus directe. Et du coup, c'est aussi une lutte, en fait, aujourd'hui, de permettre aux citoyennes d'avoir plus de pouvoir, en fait, mais de pouvoir au sens de la capacité de faire quelque chose et de décider. Et je voulais aussi vous faire le retour que la problématique, c'est que l'écologie, en fait, c'est comme dans le féminisme. On peut avoir un féminisme universaliste, transphobe, essentialiste, et on peut avoir un féminisme intersectionnel. Et en fait, aujourd'hui, le gouvernement, il joue là-dessus. Il joue sur le fait que l'écologie est présentée comme un grand tout, alors qu'il y a des courants, il y a une écologie libérale, il y a une écologie politique, justement. Et que c'est cette subtilité-là qu'il faut faire entendre du grand public, et que c'est un peu ça le challenge
le challenge de la lutte climat peut-être. Et du coup, oui, Axel, ou Roman, vous vouliez parler des exemples concrets sur votre territoire ou sur un territoire que vous connaissez d'une conjonction lutte sociale, lutte climatique. Alors du coup, l'exemple en question, donc c'est l'exemple d'une lutte qui a pris corps à Langoélan, mais en fait c'est une lutte donc contre l'agriculture industrielle. Langoélan, c'est le symbole un peu en ce moment de l'agriculture industrielle, puisqu'il y a un poulailler-usine géant qui va ouvrir, le plus grand en France pour l'instant. Un truc vraiment démentiel, voilà. Un collectif, en fait, un collectif de collectifs se constitue pour fédérer un petit peu tous les éléments de lutte, toutes les bribes autour de la lutte contre l'agriculture industrielle. Et donc, ça va jusqu'à l'Omerta, l'Omerta en cours sur la liberté de la presse, enfin, sur le sujet dans la presse plutôt, l'Omerta en cours sur le sujet dans la presse, comme ça c'est français. Mais bon, bref, en tout cas, la presse n'est pas libre d'informer sur le sujet de l'agriculture industrielle en France. Cette lutte concentre du coup des aspects écologiques parce que l'ammoniac, les rejets d'ammoniac, la pollution des sols, l'importation de matières premières, voilà, l'exportation des fientes et tout ça, donc un élevage totalement hors sol, au mépris du cycle naturel des bestioles, de l'environnement, du terrain sur lequel il est, voilà, des proches voisins. Enfin bref. Ouais, au mépris de donc tout un tas d'aspects environnementaux. Et en fait, il s'avère que ce modèle agro-industriel dont on parle et qu'on essaye de mettre à terre, ce modèle agro-industriel est effectivement un modèle ultra violent envers les personnes qui font partie des différentes filières qu'il compose. Et donc, on a des grands groupes qui ont une emprise en fait absolument incroyable sur tout enfin, c'est pas des salariés, mais du coup, ce sont des éleveurs, des paysans indépendants, soi-disant indépendants, qui doivent fournir la totalité de leur production à ces coopératives agricoles. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve avec un taux de suicide dans la population d'éleveurs qui bat tous les records et qui continue d'augmenter d'année en année. Donc là, on est à plus d'un suicide par an chez les agriculteurs. Plus d'un suicide par jour chez les agriculteurs. Et en fait, c'est en train d'exploser. Donc, on a des conditions de vie et des conditions économiques pour la population qui fait vivre le secteur qui sont ultra violentes, comme je veux le dire. Et en fait, il s'agit effectivement d'une lutte qui associe l'aspect climatique et l'aspect social, puisque du coup, elle promeut un modèle d'agriculture paysanne qui, d'une part, est plus respectueux vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des normes, en fait, vis-à-vis des déchets qui sont produits, etc., etc. Donc, il y a beaucoup moins de déchets. Le cycle de vie des animaux est beaucoup plus respecté. La nourriture est produite localement et vient pas du Brésil, c'est pas du soja OGM du Brésil. Voilà, il y a en fait tout un rapport à la terre en fait qui est promu par l'élevage paysan et qui prend soin en fait de ses sols et de son environnement et des éleveurs parce que du coup donc l'agriculture paysanne c'est une méthode traditionnelle qui crée de l'emploi, qui embauche, qui alors bien sûr demande énormément de manutention et de travail en fait, mais c'est un secteur en fait, qui fournit de l'emploi et qui fournit un emploi noble aux personnes. Et qui. Bon, je pense que j'ai tout dit, je pourrais continuer, mais tu as l'essentiel. Romain, tu veux dire quelque chose là-dessus? Peut-être juste rajouter sur l'idée, enfin, sur cet exemple-là, lutte sociale et lutte climatique, que donc du coup, il y a des aspects très techniques et scientifiques sur ce que ça produit, la manière dont ça rend l'environnement extrêmement mortifère, enfin délétère.
Mais il y a aussi tout un truc autour de la culture de la consommation de viande, la culture de l'alimentation, et qui va jusqu'à se jouer dans les cantines scolaires, qui va jusqu'à se jouer dans les cantines des lieux publics. Et du coup, c'est aussi un vecteur de mobilisation et d'éveil des consciences dans les moyens de la lutte, en tout cas, qui permet de lier aussi lutte sociale et lutte climatique. Dans les moyens d'action qui sont utilisés, par exemple, pour la lutte de l'Angolan, là, il y a eu une organisation de vœux citoyens, du coup, par rapport aux vœux généralement exprimés par les politiques. Là, l'événement, il a consisté à, en fait, donner la parole aux citoyens sur ce qu'ils voulaient pour leur terre et leur territoire. Et du coup, il y a une réappropriation de la parole politique, de la place politique, de la relation aux élus, qui est aussi remise en jeu dans cet exemple-là. Et du coup, ça permet de refaire le lien avec l'idée de cette lutte pour la démocratie aussi de tout à l'heure, qui s'incarne aussi dans l'Angolan. L'idée, c'est aussi dans les actions qui vont être menées, il y a aussi l'idée d'aller voir les parlementaires pendant les permanences pour aller questionner et leur rappeler qu'on a des envies différentes des leurs parfois, aller les questionner là-dessus. Et en fait, c'est vraiment un plan qui est financé par la région avec des énormes subventions. Enfin, le plan volaille, il est énorme, et la Bretagne, c'est un tiers du plan volaille national. Du coup, cette dimension démocratique, elle est aussi re-questionnée par le fait de s'opposer à un plan qui nous est imposé. Ouais, top. Nice. Bravo, Okay. Bravo. Non, c'est hyper intéressant. Ok. Bah, merci pour. Non, mais du coup, ça fait lien sur plein de trucs. Enfin, je pense à la ZAD du Carnet. Ouais. C'est aussi ça, cette lutte contre des grands projets inutiles. Donc, ils sont imposés de façon antidémocratique. C'est ce qui se passe au Triangle de Gonesse aussi. Et c'est toujours l'accaparement de gros groupes industriels du bien commun. Et en plus, ces gros groupes qui sont responsables de la pollution et du saccage de la biodiversité. Donc, responsables, mais jamais condamnés, en fait. Là, il y a donc l'éco-village à côté de Bascular-Goët. Ils sont en train de monter un pôle santé. Ok, au village du Bélay. Ouais, c'est ça, un pôle santé. Ouais. Et du coup, c'est aussi, bon, c'est une autre échelle, mais c'est aussi un moyen de lier les luttes sociales et les luttes climatiques par l'accès à la santé et à tous les types de santé, puisque l'idée, c'est de créer un centre de santé qui soit écolo, respectueux de la biodiversité, qui soit faiblement émetteur en gaz à effet de serre, etc., qui propose et de façon accessible à tous et à toutes différents types de médecine. Et ça permet de remettre des médecins dans le monde rural, ça permet de re-questionner le rapport de la population à la santé, au vieillissement, et du coup, ça vient aussi rejouer les cartes de comment aujourd'hui, localement et socialement, on s'organise pour produire et pour produire les services publics essentiels autour donc, du coup, de la santé et du bien-être. Et du coup, c'est aussi un exemple de ça. En fait, c'est intéressant. J'ai l'impression que du coup, l'écologie, ça va plus être un levier. C'est un peu la porte d'entrée pour faire émerger plein de composantes de l'organisation sociale, que ce soit la santé, la démocratie, l'alimentation, les conditions de travail. Donc, en fait, ça nous oblige à nous positionner. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on gagne aujourd'hui, qu'on stagne, qu'on est en perte de vitesse? Quelle est votre vision de l'activisme climat et je dirais l'activisme écologie politique plutôt? Je t'en prie. Ok. Moi, je suis complètement révoltée, frustrée, indignée. J'ai l'impression pas de me battre dans le vent parce que en termes de ce que ça crée en termes d'émulation sociale et de relation à l'autre,
C'est extrêmement riche et important. Maintenant, c'est un système politique extrêmement déprimant, enfin, de façon très honnête, sur la citoyenne pour le climat, c'est une expérience de fou, mais en fait, avec le poids des lobbies derrière et le détricotage des mesures, ben, en fait, on n'est pas du tout dans les objectifs. On a l'impression de se vante d'être allé plus haut que ces objectifs, alors que les objectifs, ils ont été revus à la baisse, donc en fait, pas du tout. Là, avec la crise sanitaire, on est rentré dans un truc de fichage et où toutes les idées sont fichées, où on est contrôlé, où on a l'impression où en fait, c'est de très ambivalent là, par exemple, avec la crise sanitaire, mais du coup liée à la crise environnementale aussi, enfin, la crise climatique, on s'engage, on fait on s'engage, on fait des demandes, et en fait, il y a un peu ce truc du travail militant et de l'engagement bénévole qui vient combler les manques parfois sur certains trucs. Et du coup, en fait, on met des pansements sur les plaies, et du coup, en fait, on va pas transitionner, on basculera pas, parce que l'engagement vient compenser, colmater. Et du coup, il y a vraiment ce truc c'est hyper important de lutter et de s'engager. Parce que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Sinon, enfin, nous, c'est une question vitale pour nos générations de s'engager, parce que le monde qui arrive, il va être extrêmement délétère. On part sur une pente catastrophique, donc on ne peut pas ne pas lutter. Mais on sait qu'on lutte pour. Moi, j'ai l'impression de lutter pour colmater et où il n'y a aucune volonté politique des instances de. Là, sur BFM, la semaine dernière, il y avait un gars qui avait un discours climato-sceptique, climato-négationniste, encore aujourd'hui. Et... Tu regardes BFM aussi, tu fais du mal. Oui, parce que j'ai des potes qui parlent à BFM. Donc, c'est important de s'engager et de lutter localement pour venir rajouter de la résilience territoriale. Je crois de moins en moins, moi, au pouvoir centralisé. Et du coup, l'importance de vraiment, au niveau local, augmenter sa résilience, qu'elle soit alimentaire, énergétique, mais aussi sociale. Le fait de prendre en compte les besoins locaux, pour prendre en compte la vieillesse, les habitats des personnes âgées, les services pour la jeunesse, les offres d'emploi. De repenser le modèle d'organisation de notre société au niveau local, quoi. Ça va amener une autre question que je vous pose juste après. Axel, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ça? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on gagne? Où en est l'activisme climat aujourd'hui en France? Globalement déjà ce que vient de dire Roman. Moi du coup j'étais en train de me poser des questions et je pense que j'ai peut-être pris un peu à la légère cette question-là. J'aurais peut-être mieux dû la préparer. Mais est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on est en perte de vitesse? Effectivement, du coup, il a parlé de la CCC, mais c'est pareil avec les accords de Paris, c'est pareil avec chaque putain de traité qu'on signe. Que de la gueule, en fait. Enfin, vraiment, moi, ça me révolte. Bref, c'est purement, ça me prend aux tripes en fait, et j'ai vraiment des pulsions après beaucoup d'affichage de bonne volonté, mais derrière, vraiment, c'est que de la gueule, et j'ai l'impression que ça met des bâtons dans les roues au potentiel dynamique qui se voudrait un petit peu plus efficace, et donc je pense que en fait le gouvernement fait de l'anti-jeu par rapport à la lutte écologique, mais également par rapport à la lutte sociale, du coup, puisque on a connu les gilets jaunes ont connu une terrible répression lors de l'expression de leur contestation. Donc, on connaissait déjà les dispositions du gouvernement envers l'expression de revendications sociales, et notamment démocratiques avec le RIC et tout ça. Mais bon, bref, voilà.
seulement avec le Covid-19, la Covid-19. Depuis quand tu dis la Covid? C'est parce que c'est l'Académie française. L'Académie Voilà, française. j'ai pas envie de passer pour un con dans le rapport pour l'Institut Goethe, ok? D'accord. Ouais, bon, l'Académie française, on peut remettre en question ce qu'ils disent. Hein. C'est quand même une bande de vieux mecs blancs, mais. Oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est clair. Mais enfin, ouais, non. Mais Oui, toujours est-il pardon. que du coup, je trouve personnellement d'une volonté de trancher dans le lien social et de, voilà, j'ai mis dérive de l'autorité, on se dirige vers un système de moins en moins viable, enviable, pardon. Mais du coup, enviable dans le sens rapport humain. Quel type de rapport on a envie d'avoir avec son voisin, avec celui qu'on croise dans la rue ou avec le conducteur du bus ou machin, machin, tu vois. Là, c'est en fait le masque, c'est genre vraiment, j'ai pas envie de voir ta gueule, en fait. On en est vraiment arrivé à un moment où c'est grave, tu vois. Enfin, bref. Je pense que la gestion de la crise Covid dénote d'une volonté de trancher dans le lien social en fait, qu'il y a dans la population française. Et ça me fait terriblement peur parce que on arrive petit à petit dans des situations de crise en fait, où il va y avoir énorme, on va connaître, enfin je pense qu'on va connaître prochainement un exode urbain, donc une désertification des villes et une population qui va rallier les campagnes. Je pense que du coup dans ces campagnes à l'heure actuelle, il y a des initiatives de faire un écolieu par-ci, faire un projet collectif par-là. La demande de ce type de structure va exploser en fait avec des conséquences et une puissance inimaginable et vraiment inimaginable donc inanticipable et ça me fait en fait terriblement peur. On n'est pas prêt à loger 70 millions de personnes dans des écolieux du jour au lendemain comme ça. Puis tu rajoutes ça sur fond de crise migratoire, on est déjà en train de laisser des bateaux de migrants couler, tu vois. Limite, on ne les accueille pas dans nos ports, alors que c'est 1000 personnes, tu vois. C'est 1000 personnes, c'est rien. C'est rien du tout. Hein. Mais bon. Et donc, en fait, avec le climat donc de crise sociale et d'effondrement probable à court terme, enfin à moyen terme, on va dire, euh, je trouve ça délétère, c'est le bon mot, mais vraiment insidieux et dangereux enfin putain, il faudrait trouver tous les synonymes quoi. Mais en fait, moi, alors, ça me révolte, ça me met en rage, mais enfin, ça me fait en fait vraiment peur. Je pourrais te dire, oui, j'ai ma petite victoire, je vais réussir à faire ma maison en terre-paille et t'inquiète, mes enfants, ils auront de l'eau potable tous les jours et tout. Ouais, génial. Mais en fait, ça se trouve que non, en fait. Ça se trouve que vraiment, on va se prendre une vague de comme on dit, ex-urbains néo-ruraux, là, qui vont arriver en horde et je me chie dessus, putain. Voilà. Comme dans les parasites. Ouais, non mais grave. Peut-être qu'ils m'ont influencé dans mon raisonnement, je sais pas. Non, mais du coup, c'est vrai que cette révolte qui prend du coup au triple et cette peur, en fait, ça va se trouver, elle va s'évacuer dans l'action en fait aussi. Enfin, l'activisme, c'est un exutoire aussi à cette peur et à cette révolte. Ok, on a parlé des pandémies et de la restriction de liberté. On a parlé de ce qui vous frustrait. On a parlé un peu de toi, en tout cas, Axel, tes visions pour le futur. Bon, on en a parlé un peu, mais à quel genre d'action vous participez aujourd'hui pour justement faire exutoire un peu au milieu de toute cette frustration? Enfin, déjà, on vit dans un tiers-lieu militant engagé, on vit en ne distinguant pas nos valeurs et nos pratiques. On vit en étant
liés localement avec la terre, avec les autres voisins, entre nous. On met en place des systèmes de gouvernance partagée au sein de notre quotidien. Enfin, on incarne ce en quoi on croit. Enfin, il y a un peu ce truc du préfiguratif là. Enfin, mais ça ne veut pas dire qu'on est replié sur nous-mêmes. Enfin, c'est pas du tout. C'est aussi un moyen on accueille des visiteurs et des visiteuses pour transmettre ces valeurs, enfin pour transmettre et incarner et montrer que c'est possible. Du coup, ça c'est un des types d'actions. On fait de la désobéissance civile. Donc on s'oppose, on lutte de façon très frontale contre les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord et on essaye de s'infiltrer dans les institutions locales aussi quand même, avec le conseil de développement, avec le fait d'aller travailler main dans la main avec des élus, avec le fait de travailler pour les campagnes régionales des partis politiques locaux, genre LV, enfin, en fait, on multiplie les lieux de lutte, quoi. Ok, du coup, je trouve que c'est en lien avec mon interrogation de en quoi Bascule Goat, XR ou d'autres organisations de lutte sont des solutions pour vous, en fait. Enfin, là, tu réponds à ça, Romane, quoi. Ta question à la base, c'était quels sont vos moyens pour… Les types d'actions dans lesquelles vous vous engagez. En fait, Ouais. il y avait deux questions. Il y a quels sont les types d'actions dans lesquelles auxquelles vous participez. Et l'autre question, c'était en quoi Bascule Goat, XR ou d'autres orgas de désobéissance, enfin pas de désobéissance, orgas d'engagement sont des solutions pour vous. Mais du coup, les deux sont liés en fait dans ce que répond Romane, c'est-à-dire que la lutte, elle est transverse, à la fois dans la façon de vivre, d'incarner l'engagement, à la fois en introduisant les institutions politiques ou de services publics, et en faisant et en allant step by step dans la désobéissance civile, toujours plus loin. N de gueule N2, c'est juste. Attends, c'est quoi N de gueule N2 c'est... Je suis un peu... Mais je crois que c'est ça. Jusqu'au bout, ou un truc comme ça. Peut-être juste si c'est un truc qui a vocation à être mis en lien avec d'autres pays européens, il y a quand même le fait que les mouvements climat jeunes en France, enfin en tout cas les formes les plus reconnues, c'est quand même très blanc, très études supérieures, très ce profil socio là. Ouais, grave, non, mais à diffuser les récits de c'est possible de faire autrement, c'est accessible, enfin, c'est possible de faire autrement et de réfléchir à comment, enfin, pourquoi et comment ces mouvements climat jeunes, ils sont blancs et CSP moyen plus et comment enfin, et de partir à la reconnaissance des moyens, des luttes. Moi, j'ai un élément à mettre enfin, c'est pas un élément de réponse, mais c'est un élément de contexte. Et effectivement, dans la lutte climat, du coup, c'est très CSP+, blanc, limite bobo, machin. Enfin bref, il y a un profil type d'engagement climatique et XR se veut inclusif, mais de fait, XR n'est pas inclusif du tout, n'est pas constellaire, comme on dit, n'est pas constellaire. Voilà. Et en fait, Pourquoi je pense, pourquoi En fait, je pense que en fait, comment dire, la classe, comment on dit, la classe moyenne, la classe inférieure, tu vois, SP+. on va pas dire. Classe SP. populaire. Ah, la classe Non, non. okay. Ouais, non, je cherchais le classe inférieure, mais du coup, classe populaire, ouais, voilà. Mais tu vois, c'est triste en fait. Hein. Mais je pense que du coup, la classe populaire s'est mobilisée et depuis longtemps déjà sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux climatiques, qui sont des enjeux qui les touchent eux dans leur quotidien et qui sont justement des enjeux sociaux. Et donc, on a revu une convergence incroyable en fait avec les Gilets jaunes de ces différentes sensibilités à des enjeux sociaux qui étaient totalement inconnus de la CSP+, on va dire, et qui a en fait premièrement laissé cours à un certain mépris de classe envers le mouvement des Gilets jaunes
Et en fait, on n'a pas vu au tout début les mouvements climat se raccorder au mouvement des Gilets jaunes, en fait. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est ah ouais, les Gilets jaunes, venez avec nous, tu vois. C'est pas nous, on arrive avec vous parce que la lutte climatique, au fond, est une lutte sociale pour se réapproprier de notre souveraineté législative, exécutive, voilà. Et donc, du coup, je pense que les classes populaires sont mobilisées, juste elles sont mobilisées sur des sujets qui les touchent, elles, au même titre que la classe CSP+, se mobilise sur des sujets qui la touchent, et qui est l'écologie, consommer en vrac, et après je vais m'arrêter, sinon je vais bitcher. Oui, l'écologie du colibri. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est très riche. Ça me donne beaucoup de matière et de pistes de réflexion pour écrire tout ça. Après, du coup, vous aurez un regard là-dessus. Et si jamais il y a une citation qui vous concerne, que vous voulez reformuler parce qu'elle est plus proche de votre propos, ça sera tout à fait possible de le faire. Voilà. Ça marche. Cool. Bah, tip top, hein. Ouais, au top. Franchement, merci. C'était cool. Bah, ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Je kiffe bien ce petit exercice. C'est trop bien. Bon, bah, bon courage avec le froid et on se tient au courant. À bientôt. Salut. Trop cool. Salut. Ciao. Merci. Salut.